Bonjour, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de l'économie sur France 24. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Gilles Pélisson, PDG d'Accor, premier groupe d'hôtellerie et de services prépayés en Europe. Bonjour Gilles Pélisson. Bonjour. Alors premier groupe d'hôtellerie et de services prépayés en Europe pour l'instant, parce que vous sortez d'une réunion investisseurs et vous avez confirmé ce qu'on savait déjà, à savoir un changement dans la stratégie du groupe qui jusqu'à présent est bien reposé sur deux cœurs de métier, l'hôtellerie. Je le disais, donc les services prépayés, c'est-à-dire les tickets restaurants, chèques cadeaux, un certain nombre de services qu'on peut trouver à destination des salariés dans les entreprises. Et donc vous avez décidé de scinder ces deux activités avec la constitution d'une nouvelle société qui devrait être cotée, si tout va bien, début juillet à la Bourse de Paris et donc qui recouvrerait donc cette activité de service. Qu'est-ce qui vous a poussé à opérer ce virage stratégique après finalement près d'un quart de siècle de croissance sur ces deux activités et qui avait permis à Accor de s'imposer comme un des principaux acteurs mondiaux? Oui, en fait, c'est un peu la rançon du succès, c'est-à-dire que depuis 3-4 ans, on a beaucoup développé l'entité des services prépayés, qui aujourd'hui est un groupe magnifique, qui représente environ 400 millions de résultats avant impôt, qui est le leader mondial dans une quarantaine de pays sur toute cette activité. Et toute l'idée a été de se dire, est-ce qu'à un moment, ce groupe ne peut pas mieux se développer en dehors de l'ombrelle Accor que finalement à l'intérieur de l'ombrelle Accor. L'idée étant de dire que le métier de l'hôtellerie est un métier qui est assez cyclique, qui demande pas mal de capitaux, qui est évidemment extrêmement focalisé sur les hommes. On a 140 000 salariés. Qui est présent dans 90 pays, donc il demande une attention relativement permanente. Et de l'autre côté, les services, c'est ce groupe donc, qui s'est beaucoup développé, mais c'est seulement 5000 personnes. C'est très peu d'actifs au sens patrimonial de l'hôtellerie, puisque c'est essentiellement des systèmes d'information et des hommes. Et que finalement, l'univers économique dans lequel vivent les services prépayés, c'est plutôt un univers proche des avantages sociaux, des services financiers, donc beaucoup plus proche d'une SS2I, on dirait presque, que l'univers extrêmement lourd et capitalistique de l'hôtellerie. Donc à un moment, étant coté en bourse, on s'est dit, finalement, les marchés ont beaucoup de mal à comprendre en quoi le 1 plus 1 devrait valoir 3 ou 4. C'est pas l'image qu'ils nous ont renvoyée. Et après 4 ans d'efforts et puis surtout d'avoir fait grandir les services, on s'est dit, bon, finalement, peut-être que le moment est venu, il va y avoir un rebond économique, peut-être saisissons la chance pour à la fois faire de ce grand champion mondial qui est devenu Accor en 40 ans, 2 champions mondiaux qui vont être bien sûr cotés à la Bourse de Paris et qui pourront, chacun dans leur domaine, être extrêmement attrayants, tant pour des collaborateurs que pour des actionnaires. Alors vous disiez, oui, les actionnaires ne comprenaient pas forcément les synergies entre ces deux cœurs de métier. Puis également, vos actionnaires, notamment les fonds Eurazeo et Colony Capital, qui à eux deux détiennent pratiquement un tiers du capital d'Accor. C'est sous leur pression que vous avez pris cette décision ? Les médias vous diront toujours effectivement que c'est sous la pression parce que c'est forcément des grands méchants loups. Moi, ça fait 5 ans que je travaille avec eux. Ils nous ont soutenus dans les périodes de création de marque, de travail intense qu'on a fait sur le portefeuille d'Accor, de prendre des risques ici et là pour repositionner Sofitel, lancer Pullman, lancer All Season, faire des acquisitions dans les services, etc. Donc je crois que c'est plutôt, enfin moi la façon dont je l'ai vécu, je dirais à ce jour, c'est plutôt des actionnaires très professionnels qui se sont intéressés à l'entreprise, qui ont suivi son développement et puis qui au-delà de ça, à un moment, quand moi je l'ai proposé avec Jacques Stern qui prend la direction de l'entité service, on dit, bon, bah, écoutez, effectivement, c'est un changement de cap, puisque auparavant, on considérait qu'effectivement, je l'avais souvent dit, on marchait mieux sur 2 jambes, mais qu'à partir du moment où les services ayant beaucoup grandi, le moment était venu et que c'était certainement le bon moment. Alors après, ça a été un travail avec notre conseil d'administration, travail de fond, parce qu'à la fois, il y avait très peu de synergie entre les deux métiers, mais en même temps, c'est quand même un gros travail fiscal, comptable, etc., de mettre en place une telle scission. On arrive à son terme et je crois que là tout le monde est en train de se dire ok, c'est une belle idée et on va essayer, on va porter les deux acteurs à la fois sur les fonds baptismaux et puis ensuite pour que chacun prenne son envol. Alors vous le disiez, l'activité service qui a bénéficié d'une forte croissance ces 10 dernières années, une activité qui à la fois
peu consommatrice de capital, également génératrice de beaucoup de flux de trésorerie, un besoin en fonds de roulement négatif, enfin donc un certain nombre d'atouts. Et puis Jacques Stern expliquait hier qu'il s'attendait ou qu'il souhaitait ambitionner en tout cas des niveaux de croissance en volume de l'ordre de 6 à 14% sur les prochaines années. Est-ce que finalement c'est pas un peu modeste quand on regarde le potentiel de cette activité et puis les idées qu'a développé Accor? On pense notamment à l'éco-chèque en Belgique, je crois également à des tickets ou chèques culture au Brésil. Enfin, il y a un certain nombre de gisements et puis l'idée de se développer quand même dans 6 à 8 pays, c'est quand même assez ambitieux. Oui, je crois que c'est à la fois tout ce qui est porteur d'avenir, c'est résumé dans ce que vous dites, des nouveaux produits, des nouveaux pays, etc. La créativité des équipes d'Accor Services qui, depuis 25 ans, ont su résister, vivre des crises économiques dans des pays d'Amérique latine qui n'en ont pas manqué. C'est très ambitieux quand on sort d'une crise aussi forte et profonde que celle de 2009. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est quand même une reprise de risque d'annoncer d'une telle ambition. Et je crois qu'il est assez légitime qu'en se disant « Ok, cette entreprise va maintenant voler de ses propres ailes », elle a été forcément impactée sur les marchés par notamment les taux de chômage qu'on a vus et qui ont impacté les consommateurs ou la consommation, on va dire, de tickets restaurants, de CESU et des autres avantages sociaux. De se dire on se met dans des niveaux de croissance qui sont déjà très ambitieux, mais qui sont peut-être un tout petit peu en deçà de ce qu'on disait avant la crise, mais je crois qu'il est assez légitime de se dire soyons ambitieux mais raisonnables, et puis ensuite de se dire bon bah peut-être rien n'interdit de dépasser les niveaux d'ambition, et ça sera peut-être des bonnes surprises que Jacques Stern vous délivrera. Donc ça laisse de l'espace pour des bonnes surprises. En tout cas, clairement, ce plan doit permettre à la branche service de poursuivre son développement. La partie hôtellerie, elle, va hériter d'une part importante de la dette du groupe, je crois 1,2 milliard d'euros. Est-ce que ça risque pas d'hypothéquer son développement et notamment de conduire peut-être les agences de notation à dégrader la note? On s'aperçoit qu'en fait, la notation et les importances des agences de notation, c'est quand vous avez besoin de dette. Ce qui, aujourd'hui, n'est pas forcément le cas d'Accor. C'est-à-dire que nous avons toute une dette qui est bien en place. Les premiers remboursements significatifs ne viendront pas avant 2012. Oui. Donc, entre guillemets, on a 2, voire 3 années devant nous relativement sereines. Et derrière, avec des lignes de crédit non utilisées de l'ordre de 2 milliards d'euros, donc on a vraiment des marges de manœuvre. Et puis derrière, on a surtout ce patrimoine immobilier que l'on peut valoriser, céder. J'ai annoncé que sur les 800 hôtels qu'on avait en propriété, on allait regarder sur les 4 ans qui viennent à en céder 450 pour une valeur d'à peu près 2 milliards d'euros. Nous avons envisagé avec le groupe Barrière le fait de pouvoir céder aussi les 49% que nous avions dans Lucien Barrière, qui était une participation minoritaire dans laquelle nous pensons que nous n'avons pas de grande valeur ajoutée, et on le fait en très bonne intelligence avec l'actionnaire majoritaire qui est Dominique de Seigne. Tout ça, ça peut représenter 500, 700 millions d'euros, on ne sait pas encore bien, mais je veux dire, on voit que c'est quand même des sommes significatives. Donc finalement, le 1,3 milliard d'euros de dette n'est pas si significatif, et du coup, c'est plus tellement un enjeu. L'enjeu, c'est plus de dire, est-ce que la société ne va pas se retrouver sans dette à un horizon assez proche ? Et là, ce sera à nouveau une problématique sympathique pour un chef d'entreprise si jamais on n'a plus de dette. Oui, surtout dans la période actuelle. Mais alors, cette idée néanmoins de se désengager du patrimoine hôtelier pour se recentrer sur des activités d'opérateurs, puis également développer la franchise, tout le monde ne suit pas cet exemple-là. Je pense par exemple au groupe Carlson. J'y pense parce que je recevais il n'y a pas très longtemps le président du groupe Carlson, Hubert Joly, dont la stratégie semblait être, elle, à l'opposé. Il m'expliquait en fait que le groupe Carlson, lui, rachète un certain nombre d'hôtels, devient propriétaire pour profiter justement des niveaux assez bas de l'immobilier actuel. Alors est-ce que vous n'êtes pas un peu contre la tendance, quand on regarde les niveaux de l'immobilier, de vendre aujourd'hui une partie de votre patrimoine ? Non, en fait, la problématique de certains franchiseurs, c'est que leur marque et la cohérence de leur marque est relativement faible. Donc à partir de là, ils sont obligés de se remettre à faire ce que nous avons toujours fait chez Accor, c'est-à-dire avoir des hôtels en propriété, investir dans les hôtels de façon à maintenir un niveau d'homogénéité et de cohérence dans le réseau qui fait que vous-même, quand vous voyagez en Europe, que vous allez dans un hôtel Ibis ou dans un hôtel Novotel, vous avez cette cohérence qui fait qu'effectivement les clients se sentent bien parce qu'ils retrouvent le même niveau de prestation. Et vous le savez comme moi, aux États-Unis, ce qui est forcément le cas principalement du marché de Carlson, on a ce type d'hôtel où vous pouvez avoir un panneau
mais que derrière, l'hôtel en question va être extrêmement différent de celui dans lequel vous aviez dormi hier ou avant-hier ou dans la dernière fois que vous aviez utilisé cette enseigne. Il est là la problématique de certains très grands franchiseurs qui ont laissé un petit peu s'étioler leurs produits. Donc chez Accor, ça n'a jamais été la philosophie. La philosophie a toujours été d'avoir une très grande cohérence dans nos réseaux. Derrière le fait de vendre de l'immobilier maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les marchés sont en train de se réouvrir. On a annoncé donc en début d'année une très très grosse cession de 150 millions d'euros à un groupe donc avec des assureurs institutionnels derrière, qui était Invesco. Ce matin, on a pu confirmer le fait que plus de la moitié du plan d'action qu'on s'était donné pour l'année 2010 est déjà réalisé à la fin avril. Donc c'est plus de 225 millions de transactions que le groupe Accor a déjà été capable de réaliser. Donc si vous voulez, je crois que pour le moment, on est plutôt en train de capitaliser sur la reprise des marchés, le fait que beaucoup de fonds existent et sont prêts à être investis dans des opérations dès lors qu'il y a de l'immobilier intéressant derrière, ce qui est notre cas. Et donc c'est ce qui nous donne cette relative sérénité en se disant on est capable de mettre en place notre plan. Voilà, et j'ajoute pour ceux qui nous regardent, puisqu'on arrive au terme de cet entretien malheureusement, que le groupe Accor compte ouvrir 35 à 40 000 chambres par an dans les 2-3 prochaines années. Oui, enfin à un horizon de 3-4 ans, on est plutôt sur des seuils de 30 000 chambres en investissant 200 millions d'euros par an dans des nouvelles chambres, donc ce qui fait de nous aussi l'unique opérateur au monde à faire cela. Merci beaucoup Gilles Pélisson d'avoir été notre invité aujourd'hui sur France 24, l'invité de l'économie. Merci. Et merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'invité de l'économie. En attendant, restez avec nous sur France 24.